Bienvenue à La Chaise Bleue en direct du forum, le sommet en fait de l'industrie photonique. On est en direct aujourd'hui avec Germain Lamonde, en fait c'est le fondateur d'Exfo, non seulement président exécutif, parce que je vais vous laisser même vous nommer aujourd'hui. Président exécutif du conseil, fondateur et fier entrepreneur, bien sûr, et très heureux des succès qu'on a pu avoir, puis très heureux de voir aussi que vous avez un beau succès avec votre nouvelle entreprise. Ben oui. En fait, c'est le concept du podcast qui est sorti de nulle part avec le petit chalet qu'on trimballe. Mais merci de le mentionner. Là, aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir toute l'industrie de la photonique de Québec. Tu sais, on s'entend, c'est un pôle d'expertise aussi qui est fort à Québec. Là, vous avez été mis dans l'ouverture, en plus en ouverture de scène. Puis nous, on ne vous connaissait pas beaucoup, moi puis Nicolas. Puis là, on écoutait, puis là, on avait les yeux accrochés, puis j'ai pris des notes, j'ai des bonnes questions à vous poser. Mais pouvez-vous prendre le temps de vous présenter pour l'auditoire de La Chaise Bleue? Parce que c'est la première fois qu'on vous a avec nous, là. D'accord. Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est un peu le sommet de l'optique au Québec, pas juste de Québec. Oh. Alors, c'est le sommet de l'optique du Québec. Un contexte, il y a des universitaires, des industriels et je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'industriels. On a besoin d'avoir des entrepreneurs qui vont rayonner sur la planète. Donc, l'histoire d'Exfo, en fait, c'est un peu ce que... En gros, on est une entreprise qui a démarré dans mon appartement il y a déjà plusieurs années. Ça ne me rajeunit pas trop, alors j'ose pas dire le nombre d'années, mais donc dans la trentaine qui progresse. Et démarrer avec 100 $ avec un objectif ultime qui était de devenir le premier mondial de toute l'industrie des télécommunications fibre optique. Rien de moins, là. Ça, c'est la vision, là. Absolument. Et la vision, la mission de l'organisation s'est inscrite alors que j'étais sur mon balcon. Oui. Une belle journée d'été en train de prendre une bière, sérieusement. Mais le 100 $ a vraiment porté fruit et a donné une organisation qui déjà... après une quinzaine d'années, faisait déjà 100 millions, qui était déjà reconnu mondialement. Et puis, dans beaucoup de domaines, on est à 30, 40, 50 % de part de marché mondial de l'industrie des télécoms optiques. On se décrit comme une boîte de télécoms, mais l'optique est évidemment important pour nous dans notre business. Tout à fait. T'sais, juste un point, Benoît, c'est, on apporte souvent les entreprises avec qui on travaille à mesurer des ROI, à faire des mesures de la performance. Puis je pense que le ROI sur votre 100 $ serait dur à battre là, en ce moment. Je pense qu'on aurait un palmarès ici sur le ROI du 100 $. Ben, écoute, des fois, je regrette. J'aurais peut-être dû mettre 1000 $. Peut-être qu'Exfo serait rendu 10 fois plus grosse, mais ça, je suis pas certain que ça aurait fonctionné. Ça, là, c'est la réponse d'un entrepreneur. J'adore. Durant l'allocution que vous avez faite, vous avez parlé de vraie création de valeur ou création de richesse. J'aimerais ça vous entendre un petit peu, peut-être l'exprimer pour les gens qui n'étaient pas là aujourd'hui. Moi, ça m'a frappé. Tu sais, vous avez dit la richesse, c'est pas seulement se vendre entre nous. Je vais vous laisser en parler. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, on peut créer de la richesse, évidemment. On va à l'épicerie, on va au restaurant. Ça fait partie, c'est bien, c'est très, très bien. Mais lorsqu'une entreprise va vendre des produits sur les marchés internationaux, et a fait travailler des gens ici au Québec, que ce soit au niveau de sa R&D, de son innovation, de sa mise en marché, au niveau de sa fabrication et ainsi de suite. On a fait travailler des gens d'ici pour aller vendre à l'extérieur. Bien évidemment, l'impact est vraiment beaucoup plus grand. Et l'exemple que je donnais, c'est depuis la fondation Exfo, on a à peu près de l'ordre de 80 millions de chiffre d'affaires qu'on a fait au Québec depuis la fondation, mais on a fait 8 milliards à l'export. Mais on a versé pour de l'ordre de 2 milliards en salaire ici. On comprend qu'on ne pouvait pas verser 2 milliards en salaire sur un chiffre d'affaires au Québec de 80 millions. Ça se tient pas la route, là. Ça se tient pas. Alors, c'est grâce à l'exportation qu'on a pu verser ces salaires-là ici, des salaires bien rémunérés à des gens hautement compétents pour justement avoir un impact. Donc, moi, j'encourage les entrepreneurs le plus possible à travailler beaucoup sur leur plan de mise en marché, de sortir du Québec, d'aller sur les marchés mondiaux, d'être très agressif à une chose. Quant à moi, l'innovation, je le dis toujours et je suis incapable de ne pas en parler. L'innovation, ça se mesure pas en nombre de brevets, ça se mesure en part de marché. Si on innove, on amène des affaires brillantes, on n'est pas capable de les vendre, de faire de l'argent avec, malheureusement, on a manqué le coup. Alors, c'est super C'est juste important. un rêve. C'est un rêve. Alors, il faut transformer, il faut ancrer cette culture on aime inventer on aime inventer des solutions à des vrais problèmes qu'on est capable
de pouvoir vendre ces vraies solutions-là. Ah non, c'est intéressant. Moi puis Nicolas, quand on est sorti de l'allocution tantôt, on s'est tapé dans la main, puis on se dit toujours le top 3 de ce qu'on a retenu. Moi, si vous avez fait le lien entre le coureur puis à nos côtés de convertir vite l'innovation. Tu sais, la magie de convertir l'innovation, je pense. J'aurais aimé peut-être pouvoir le partager aux gens qui n'étaient pas là. Oui, Puis il y a un angle à la question. Tu sais, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, mais aussi au niveau de la culture de votre entreprise. Comment est-ce que vous entretenez ça pour rendre ça possible? Puis est-ce qu'il existe des rituels, des façons de faire à l'interne pour rendre cette magie-là exécutable au day-to-day? Ah oui, absolument. Ça me fait sourire parce que j'ai des tonnes. Je ne sais pas ça à quel point j'irai dans tous les détails. Mais je vais donner l'exemple. Je vais commencer par la première question en disant l'analogie du sprinter. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une vraie innovation demeure différenciée pendant combien de temps? Alors, c'est très rapide maintenant qu'une excellente idée est copiée par quelqu'un d'autre quelque part sur la planète. Alors, si on veut vraiment avoir du succès à l'innovation puis convertir l'innovation en part de marché, il faut avoir une stratégie. Lorsqu'on développe un produit, trop souvent, la finalité pour les inventeurs, pour les entrepreneurs, la finalité, c'est d'amener le produit au marché. Non, l'amener au marché, c'est juste commencer. C'est comme le coureur, il s'est préparé, il s'est mis à la ligne de départ. Là. Ça, c'était sa préparation. C'est comme le projet d'R&D. Mais le vrai succès, c'est lorsqu'on va être capable de transformer ce produit-là en réelle part de marché. Et c'est là que quand le coup de pistolet se donne pour que le 100 mètres commence, c'est pas le temps d'attacher ses lacets ou de se dire, bon, dans quelle direction je vais aller. Alors, tous les muscles sont prêts pour vraiment sauter et d'être vraiment très efficace à exécuter un plan précisément pour aller chercher le succès qui est, dans ce cas-ci, de terminer premier. Alors, comment ça se transforme dans une culture, pour revenir à ta question? Dans certains cas, je dirais que ça peut être anecdotique à l'occasion. C'est clair que le running gag chez Expo, c'est que Germain est incapable de parler avec 5 personnes pendant plus de 5 minutes sans parler de part de marché. C'est intrinsèque chez moi. Alors, tout se mesure comme ça. Le succès de l'innovation, c'est comme ça. Comment on évalue nos projets, c'est de cette façon-là. De la même façon aussi, lorsqu'on lance des produits, plus ils sont différenciés, plus la stratégie devient vraiment très pointue, comment on va lancer au marché. Il nous arrive de faire des produits d'innovation qui sont, on est en retard, il y a un concurrent qui nous a battus sur quelque chose, il faut rattraper, il faut le faire. Alors, lorsqu'on a pris la décision de lancer un produit de rattrapage, je veux dire, on est très, très vite à dire à tout le monde, ouais, on a ça nous aussi, on a ça nous aussi, on est très vite. On ne veut pas perdre de part de marché parce qu'on n'a pas la fonctionnalité. Lorsque c'est une innovation qui est incrémentale, qui va donner un avantage compétitif intéressant, on va attendre un peu plus avant d'en parler, on va être plus sélectif. Mais lorsqu'on amène des produits qui sont des innovations radicales, des produits qui sont des game changers. Dans l'écran tactile, comme vous avez parlé tantôt. Oui, mais encore là, on n'avait rien inventé, mais par contre, la surprise était super importante. Alors, quand on amène un produit qui est vraiment différencié, en fait, la réalité, c'est qu'on tente le plus possible de garder le produit très confidentiel durant la phase de développement parce qu'on veut surtout pas que nos concurrents apprennent alors que nous-mêmes, on n'est pas encore au marché. Lorsqu'on lance, on a toute une méthodologie. Puis là, je pourrais donner des exemples, mais on s'assure d'avoir déjà signé certains clients. Lorsqu'on annonce le produit, on annonce avec un sponsor. On a déjà des parts de marché d'acquérir, là, à la limite. Des parts de marché. On a un processus de lancement qui est vraiment différent pour un produit qu'on appelle un vrai produit d'innovation. Et l'objectif de ça, c'est de faire en sorte qu'en 3 mois ou en 6 mois, le nom d'Expo soit associé à cette technologie-là ou à cette application-là d'une façon irréversible. Parce que des parts de marché, lorsqu'on les gagne d'une façon rapide grâce à de l'innovation, si on peut ancrer le nom de la firme, ben, on va réussir à bien s'en sortir. Puis l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, un produit qui s'appelle un OTDR. Alors, je vous dirai même pas ce que ça fait. C'est pas important, je pense, pour la plupart de votre public. Mais un OTDR était un appareil hautement complexe au début des années 90, fin des années 80,
Et ça prenait 2 personnes pour transporter un produit, une poignée chaque côté. C'était compliqué. Des cours pour l'opérer, j'imagine. C'était d'une complexité énorme. Lorsque les gens mettaient la switch à on, essentiellement, les lumières baissaient. Je blague un peu, là, mais c'est à peu près ça. Le monde arrêtait de respirer quasiment dans le salle. Oui, oui. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a amené le premier OTDR au monde qui éliminait les écrans, les bons vieux écrans cathodiques. Oui. Alors, on était les premiers à amener un écran plat, un écran LCD, à mettre là-dedans même un écran tactile. Puis un peu comme Apple, on a transformé l'expérience d'un produit. On a réduit la taille par 90 %. On a réduit le poids de 90 %. On a amené la simplification d'une façon exceptionnelle. Et puis, du jour au lendemain, les gens ont dit « Shit, ce produit-là, c'est extraordinaire. » Il n'est pas bon techniquement, mais il est extraordinaire d'un point de vue utilisation. Alors, on a commencé à gagner rapidement des parts de marché. Pendant 1 an et demi, 2 ans, nos concurrents disaient « Oui, mais c'est pas un vrai produit, il n'est pas aussi bon que le nôtre. » Et après 1 an et demi, 2 ans, notre performance était la meilleure au monde. Puis aujourd'hui, on a 40 % du marché mondial. N'importe quel opérateur télécom, quelque part, qui déploie de la fibre optique, utilise un produit d'Expo. S'il ne le fait pas, je peux admettre vraiment qu'il fait une erreur de ne pas le faire parce qu'on a vraiment les produits qu'on a innovés. Mais on était capable d'en créer des parts de marché permanentes grâce à la façon de bien choisir les produits qui sont transformateurs, les produits qui sont de l'innovation structurante et d'avoir un processus de mise en marché qui est vraiment adapté à ces produits-là. Pour elle, c'est d'une grande maturité. J'adore le fait que vos différents projets au niveau innovation puis amélioration de ce qu'on fait déjà, mieux exploiter, ça me semble être 2 façons de faire, 2 chemins différents, 2 cultures. Si je me rapporte dans la zone innovation, quand vous faites ce type de projet, comment gérez-vous l'erreur? Dans vos équipes, est-ce que c'est acceptable d'en faire des erreurs quand on travaille en innovation? Absolument. Et à partir du moment où on ne veut pas faire d'erreur, en fait, la phrase magique de mon père était les seules personnes qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui font rien. Alors, et on va nulle part en faisant rien, ça c'est clair. Alors pour nous, on a une règle un peu qu'on appelle fail fast, fail cheap, fail often, but il faut que tu apprennes rapidement. Il faut vraiment rapidement que tu sois capable de dire non, ça ne va pas lever, boum, on l'arrête. Alors, on a développé, pour faire un retour sur la culture, une culture dans laquelle les gens comprennent très, très bien si on met de l'argent sur un projet, on l'arrête parce que ça veut dire que ce ne sera pas le meilleur projet. Si on les redéploie sur d'autres projets qui ont plus de potentiel, il n'y a pas de ressenti, de ressentiment. Il n'y a pas de déception, de peine, et ainsi de suite. C'est un mode opératoire. Il faut fonctionner comme ça. C'est un mode d'opération. Nos projets d'innovation sont toujours cotés priorité 1, priorité 2, priorité 3. Si tu travailles sur un priorité 1, c'est un projet qui va être un game changer, qui va avoir un impact majeur. Alors, dans certains cas, il y a des ressources qui vont travailler sur un projet qui est priorité 3. Si le projet priorité 1 a besoin d'aide, nos meilleurs ingénieurs, on va les transférer et on va venir faire en sorte que le projet priorité 1 va aller de l'avant. Si on rencontre un snag, ça nous prend un expert, ça nous prend quelque chose, on va de l'avant. Si on arrête un projet priorité 3, nos ingénieurs disent, écoute, c'est bien correct, il n'y a pas de problème avec ça parce qu'en réalité, si je suis redéployé sur un autre projet qui a plus de potentiel, ben moi, j'ai du fun là-dedans. Ah oui. Alors, nos ingénieurs, Expo, c'est une boîte d'ingénieurs, on a de R&D, on a à peu près 700 personnes en R&D. Toutes nos équipes de R&D sont vraiment pas là pour leur projet, sont là pour le succès commercial de la technologie qu'on développe. Alors, on ne veut pas juste développer une trappe à souris, on veut la vendre. T'as entendu, Nick, pour le succès commercial. Les parts de marché. C'est rare qu'on entend ça par des gens d'R&D, là. C'est génial. Moi, j'adore ça. Puis, tu sais, je comprends bien un peu aussi, c'est le résultat qui compte. À la fin, puis la première ligne de l'état des résultats, c'est les ventes, les parts de marché qu'on a eues. Tu sais, que vous rameniez ça toujours, je pense que je vais m'en inspirer lorsqu'on va revenir dans notre entreprise pour s'amuser. Part de marché, moi, écoute, on a un processus de revue de portfolio qui est, d'ailleurs, j'encourage vos auditeurs à regarder. Il y a Robert Cooper, qui est un Canadien d'origine, qui a écrit des livres là-dessus. Nous, on l'a consulté, on l'a fait venir. Okay. Et il a même réécrit son livre en disant, ouais, écoute, la théorie que j'avais écrite est bonne, là, mais il y a des entreprises, il y a une entreprise, entre autres au Québec, qui l'a utilisé différent. Il demeure à Chicago maintenant. Et puis, il y a un paragraphe sur lequel il y a un chapitre sur lequel il parle d'Expo.
comment nous, on utilise la stratégie de gestion de portfolio. Portfolio, c'est un investisseur en bourse, un portfolio d'actions. Oui. Un investisseur en technologie, en innovation, un portefeuille d'investissement. Qu'est-ce qu'on va développer, à quel moment, pour quelles raisons, et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est une façon de balancer nos investissements R&D. Donc, je parlais tout à l'heure des projets qui sont les trois catégories, Oui. les catch-up, les innovations incrémentales, puis les breakthroughs. Donc, on veut toujours avoir une bonne balance. Si on n'a pas la bonne balance, il y a un problème. On veut s'assurer aussi d'avoir des projets qui sont à durée courte, durée moyenne, durée un peu plus longue. On balance le risque, on balance l'ensemble des facteurs à travers un processus de portfolio qui est là pour s'assurer qu'ultimement, on va chercher le maximum de résultats d'un budget d'R&D qui est quand même assez important. Important. Là. Vous venez mitiger le risque, justement, de cette façon-là de répartir au travers différents projets. Maximiser l'impact et ainsi maximiser les gains de part de marché. C'est Là, j'aurais aimé vous dire avec moi les gains avec les parts de marché. Absolument. Si on avait la chance à la chaise bleue là, de recevoir n'importe qui sur la Terre, là, qu'il soit n'importe où, là, puis on s'entend, vous êtes déjà à l'international, là, c'est pas un enjeu pour vous. Là. C'est qui qu'on devrait asseoir et qu'on devrait questionner ensemble? Toi et Nick ou moi et toi ensemble, mais qui t'aimerais avoir la chance d'y poser des questions? On le fait téléporter live avec nous on sur va le divan, l'envoyer. là, puis on continue la discussion qu'on a avec lui. Là. Alors, je vais commencer en disant qu'il y a un type qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Gary Vell, qu'on ne pourra pas inviter malheureusement, qui est décédé, mais qui a partagé beaucoup son expérience, et ainsi de suite. Moi, je dirais, tous les gens qui ont... il y a beaucoup de personnes au Québec qui ont réussi à avoir des succès à l'international. Des entreprises dont la grande majorité de la business est vraiment hors Québec, hors Canada. Et ça, c'est le modèle qu'il faut vraiment qu'on soit capable de... C'est un des critères de succès, je pense, selon vous. J'imagine que ça fait partie de vos valeurs. Vous prenez vos décisions en fonction de tout ça dans l'entreprise. Absolument. En fait, il faut dire qu'à l'échelle mondiale, le Canada, c'est environ 2 de la capitalisation boursière. C'est à peu près 2 du PIB mondial. Donc, si on y va par multiplication, 20 de 2 c'est 0,4 Donc, c'est à peu près le poids du Québec. mais la force du Québec, c'est dans sa capacité d'innover et d'aller s'ouvrir aux marchés mondiaux. Alors, si on est capable d'utiliser notre génie, nos compétences, s'ouvrir au monde. Et pour moi, j'ai une grande conviction. L'immigration de talent est une opportunité. J'encourage nos gouvernements à être beaucoup plus agressifs de ce côté-là. L'exemple de Singapour, pour moi, est un très bel exemple. Singapour offre des bourses d'études absolument incroyables pour les meilleurs cerveaux de la planète. Mais le jour 1 où l'étudiant met le pied à Singapour pour commencer son bac ou sa maîtrise ou son doc... Il se doit créer de la valeur là. Oui, eux, ils veulent s'assurer tout de suite qu'ils vont le garder. Alors, les papiers d'immigration se font tout de suite. On l'embarque tout de suite dans des projets d'emploi. On se prépare à s'assurer de le conserver parce qu'ils veulent avoir, c'est des cerveaux. Alors, moi, je pense qu'on devrait centrer notre stratégie d'innovation, d'immigration davantage sur l'immigration de vrais talents, de talents qui sont vraiment importants. On peut centrer sur les travailleurs de premier niveau. L'autre côté, on devrait travailler davantage sur la robotisation, sur la productivité, sur d'autres axes comme ceux-là. Alors, juste d'amener des travailleurs de premier niveau, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que c'est pas là-dessus qu'il faut centrer. La grande création de valeur à l'international. Après, le retour ne se fera pas. On va continuer à travailler ici. Là, J'aime le message aussi de apporter de la valeur à ces cerveaux-là, mais il faut aussi la capturer puis la retenir, cette valeur-là ici. Fait que ça, c'est à ne pas oublier. T'sais, on veut pas, on était en Allemagne, il y a 2 semaines, on voyait un médecin qui était formé au Québec. Il opère en Suisse présentement. J'étais comme, qu'est-ce qui arrive? Il voulait venir au Québec. Il était prêt de trouver une job. Ouais, il est médecin généraliste, là, médecin de famille. Là. Ouais, c'est malheureux. Puis en même temps, lorsque les entreprises enrichissent leur corps de professionnels, de travailleurs, de gens qui ont de diverses cultures, en fait, pour réussir à avoir du succès mondialement, il faut d'abord avoir une culture qui est ouverte à la planète. Alors, lorsqu'on ouvre à l'intérieur du corps de nos employés à beaucoup plus de diversité, en fait, on s'ouvre aussi à l'ensemble de la planète d'une façon beaucoup plus importante. Et ça, c'est vraiment fondamental. Comment on peut penser qu'on va développer un produit, qu'on soit basé à Québec, au Saguenay ou en Beauce ou en Gaspésie, comment on va être capable de développer des produits qu'on va aller vendre sur la planète si, à l'intérieur même de l'équipe,
on n'a pas assez d'expérience mondiale. Mhm. L'expérience mondiale, on La peut diversité la de posséder. l'équipe, la multiculturalisme au travers de l'équipe. Là. Et ça nous permet d'aller chercher quoi quand on va des exportations? Des parts de marché. Ben voilà, absolument. Yes, là, je suis dans le queue. Hey, vous avez été extrêmement généreux avec votre temps. Moi, il me reste 3 questions, vite. Ouais. Puis si j'abuse. Puis je reviens à celle de Benoît. Puis je vais être sûr de bien prononcer son nom, Monsieur David, qu'on a parlé tantôt, qui mes condoléances. Monsieur de non, de Monsieur Veil. Monsieur Vale. Ouais. Oui. Si on avait Gary. l'opportunité, Monsieur Ouais. Gary Vale, de l'avoir avec nous, puis de lui, puis je comprends ce qui est arrivé, mais quand même, on fait les fous, on se pousse. Quelle question aimeriez-vous lui poser? Juste une. Je commencerai d'abord par un remerciement profond d'avoir pris du temps de coacher un petit jeune de 26, 27, 28 ans que j'étais lorsque Qui avait je 100 l'ai consulté, qui n'avait pas d'argent, qui ne fait surtout pas, qui n'a pas les moyens de faire des erreurs, parce qu'évidemment, une erreur peut être catastrophe à ce moment-là. J'aimerais d'abord le remercier et puis lui demander comment faire davantage pour encourager davantage des jeunes à aller de l'avant, parce que Gary était un de ceux qui m'a pris sous son aile. Je l'ai invité à plusieurs reprises pour les lunchs. Il n'y avait jamais le temps. Et il me disait tout le temps non, mais sa secrétaire me rappelait 2 heures après, disant « Gary a trouvé du temps, il va être disponible demain pour un lunch, mais il y a juste 1 heure. » Puis à chaque fois, ça terminait avec un lunch de 2 heures. Et en plus, Gary n'a jamais voulu que je paye la facture parce qu'il trouvait ça le fun de coacher un jeune j'arrivais là, écoute, avec ma liste de questions, j'arrivais avec mes comptes rendus de la rencontre précédente. Donc, je lui disais, on s'est vu il y a 3 mois, tu m'as parlé de ça, voilà ce que j'ai fait. Alors, cette espèce de dynamique-là, il a fait en sorte qu'il a toujours voulu m'aider, m'appuyer, puis je le remercie. D'où tu es, si tu nous regardes ou pas, si on est croyant ou pas, peu importe. Mais c'est ça. Merci, Gary. Il y aura peut-être l'Internet au ciel. On ne sait jamais. Là, ça serait bien. On ne sait jamais. Avec la fibre optique, bien sûr. Une autre question pour vous, pour elle, je vous écoute, puis j'ai quasiment le goût d'aller travailler dans votre entreprise parce que vous entretenez une flamme, vous avez une énergie, vous parlez des choses avec passion. Puis, on est assis dans le shack numérique à côté du foyer présentement. Puis souvent, il faut entretenir notre flamme interne. Il faut entretenir cette énergie-là. C'est quoi les bûches que vous mettez? Comment vous entretenez votre feu intérieur pour être le leader de cette organisation-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites, des trucs qu'on pourrait s'inspirer de? C'est une très bonne question. Je dirais d'abord, on ne peut pas faire autre chose que d'être authentique. Je pense que c'est à la base de tout. Je pense qu'il faut mettre l'équipe au centre de tout ça. C'est pas l'entrepreneur, il faut pas le mettre sur un piédestal. Il ne faut pas penser que c'est l'entrepreneur qui fait tout. C'est l'équipe. Le rôle de l'entrepreneur, il y a une phrase qu'on m'a dit, c'est de leader son équipe un pas derrière. Alors, comment on est capable d'encourager notre équipe, mais en restant derrière, il faut les mettre au premier plan. Alors, c'est ça, je pense, que le plus grand rôle de l'entrepreneur. Comment on mobilise une équipe. On veut s'entourer de gens qui sont plus compétents que nous et faire en sorte qu'eux aient la flamme et qu'ils soient capables d'amener l'organisation plus loin. Alors, on est un élément de transmission de flamme. On veut mettre le feu partout, mais il faut vraiment enflammer les gens autour de nous. Mais on a un rôle, dans le fond, moi, j'ai tendance à éviter de trop mettre que c'est l'entrepreneur seul, c'est la culture qui va créer, la culture qui va se créer, comment on est capable d'amener cette mobilisation-là. Fait que, si je comprends bien ce que vous dites, c'est de donner le feu aux autres qui feedent votre feu intérieur. Fait que là, ça, c'est comme une boucle sans fin, là, quasiment. Absolument. J'adore ça. On veut que ça touche 100% de nos employés. Ça, c'est super important. C'est pas dans le C-suite, c'est pas dans les bureaux exécutifs que ça se passe. C'est chacune des personnes qui a vraiment à cœur de faire la différence. Il faut que les gens veuillent faire la différence. J'adore ça. Dernier point, Ben? Moi, je vois le temps avancer. Je sais que le temps est précieux. L'événement continue. Nicolas, est-ce que tu avais une dernière question? Tu avais dit Ben, tu sais, j'ai, comme avec M. Gary, votre premier point, j'aurais pas une question pour vous. J'aurais simplement à vous dire merci pour votre temps, votre générosité. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir au podcast La Chaise Bleue. Puis on espère se retrouver dans d'autres événements, d'autres moments, se recroiser naturellement. Moi, j'ai trouvé inspirant autant la conférence que le moment qu'on a pu passer ensemble. Donc, merci. Ben, merci beaucoup, messieurs. Moi, je pense se retrouver sur le bord du foyer, là, comme ça, là, en plein centre-ville, c'est super le fun. C'est génial, ça.